Toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Ce dimanche, j'ai le plaisir de recevoir Marion Maréchal. À droite, beaucoup la voyaient candidate à l'élection présidentielle. Celle qui fut la plus jeune députée de France a préféré se consacrer à la métapolitique, notamment à travers l'ICEP, l'école de sciences politiques, dont elle est la fondatrice et directrice. Marion Maréchal n'en demeure pas moins une observatrice engagée. Elle évoquera avec nous la victoire de Valérie Pécresse au Congrès LR. À quelques heures du premier grand meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, elle nous dira si elle a fait son choix entre l'ancien journaliste et Marine Le Pen. Mais Marion Maréchal viendra également nous parler d'une note consacrée à la question de l'immigration que son école vient de publier. La question migratoire sera-t-elle le principal enjeu de l'élection ? Réformer la Constitution peut-il suffire à maîtriser l'immigration ? Que peut-on utiliser immédiatement en France comme outil pour réguler les flux sans être bloqué par l'Europe? Tout de suite, les réponses de Marion Maréchal en toute vérité. Marion Maréchal. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Commençons par quelques questions liées à l'actualité politique. Je sais que vous êtes venu pour parler de votre note, qui est d'ailleurs passionnante sur la question de l'immigration, mais on a quand même envie de vous entendre dans un premier temps sur d'autres sujets. Le Congrès des Républicains a livré son verdict et c'est Valérie Pécresse qui sera investie candidate. Mais Éric Ciotti, sur une ligne plus à droite, notamment sur les questions de sécurité et d'immigration dont on va parler, a tout de même réuni près de 40% des suffrages des militants. Qu'est-ce que cela vous inspire sur le paysage politique ? Alors moi je ne suis pas adhérente des Républicains, mais sans vous surprendre, évidemment je me sentais plus proche d'Éric Ciotti, donc je regrette finalement qu'il n'ait pas été désigné. Néanmoins ça dit quand même quelque chose de la base, parce que malgré le fait que l'intégralité des non qualifiés est appelée à voter Valérie Pécresse, on est dans un rapport de force 60-40 au deuxième tour, donc c'est quand même pas une vague Valérie Pécresse. C'est vrai que sur ce que ça m'inspire, disons que le parcours de Valérie Pécresse est un parcours qui me semble refléter une forme d'incohérence et d'inconsistance. Alors c'est vrai que là, elle avait comme directeur de cabinet un certain Patrick Stefanini, qu'on sait par le passé assez proche de Nicolas Sarkozy, assez à droite, donc je pense qu'il a correctement orienté sa campagne. Mais quand on revient un peu sur le passé, Valérie Pécresse, c'est une femme qui a notamment co-signé une tribune avec Rokhaya Diallo et Madame Taubira, qui s'intitulait, quand même ça vaut le détour, pour une France multiculturelle et post-raciale. C'est une femme qui allait rompre le jeûne avec des associations musulmanes à la mosquée, si je ne m'abuse, de Pantin, qui s'était notamment, distinguée au moment de l'affaire Samuel Paty. C'est une femme dont le bilan est quand même ambigu au Conseil régional, qui finance un certain nombre d'associations pro-immigration, dont l'association Equalis, souvenez-vous, celle qui a fait parler d'elle parce que son président avait versé un salaire mirobolant et de très nombreux avantages. Et puis c'est une femme surtout qui, à l'époque, avait appelé sans scrupule à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, qui le refera ce coup-ci dans la seconde. Donc c'est vrai que c'est indéniablement, au-delà du discours de campagne et des positions économiques qui peuvent être intéressantes, ou du durcissement sur le discours d'immigration, en qui on a une confiance relative. Voilà. Parlons aussi un peu d'Éric Ciotti. Est-ce que son score, 40%, finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le camp national ? Et est-ce que vous, si un jour vous refaisiez de la politique, vous pourriez travailler avec quelqu'un comme Éric Ciotti ? En tout cas, ce qui est certain, oui, c'est que ça dit quelque chose de l'état d'esprit de l'électorat, y compris des Républicains. Je vais même aller au-delà de ça. Vous savez que j'ai été de celles qui depuis quelques semaines, appelle à une candidature unique du camp national, parce que quand je vois le bloc que ça représente, près de 30% potentiel des électeurs, et quand je vois le risque d'une non-qualification au second tour de l'élection présidentielle, parce que le seuil est très bas, j'en appelle à la prudence et je souhaiterais qu'il y ait cette unité pour des raisons d'efficacité. Si Éric Ciotti avait été le candidat investi des Républicains, j'aurais pu élargir cet appel à la candidature unique à Éric Ciotti, parce que d'une certaine manière, même si évidemment les stratégies diffèrent, les postures diffèrent, chacun est un peu prisonnier parfois des logiques de son parti, la réalité c'est que sur le fond des idées
quand on regarde sur le moyen long terme, il n'y a rien d'inconciliable, il n'y a rien d'incohérent. Et je crois que l'impératif qui est celui aujourd'hui de battre Emmanuel Macron et de ne pas avoir 10 ans de mandature macroniste devrait nous appeler à bouleverser le paysage politique. Malheureusement, il n'en sera pas ainsi, mais ce sera intéressant de voir comment se comportent du coup ces électeurs qui ont fait confiance à Éric Ciotti, même si c'est une petite base électorale, puisque c'est les adhérents, probablement reflète quand même une grande partie de l'électorat, de l'état d'esprit, de l'électorat LR. On parlait d'Éric Ciotti. Dans quelques heures, Éric Zemmour fera son premier grand meeting de campagne à Villepinte devant 19 000 personnes. Est-ce que vous avez été invité ? Ah non, j'ai pas été formellement invité, mais probablement parce que Éric sait que je ne m'y serais pas rendu. Non pas que je n'ai pas de sympathie et d'amitié pour Éric, mais parce que me rendre à son meeting, c'est évidemment mécaniquement marquer un soutien. Rentrer dans une campagne, et c'est vrai que aujourd'hui je ne souhaite pas donner des bons points, distribuer des bons points ou m'engager pour l'un ou l'autre. Ce que je souhaite, je vous l'ai dit à l'instant, c'est une candidature unique pour le mieux placé, et aujourd'hui on n'en est pas là. Stanislas Rigaud, le président de Génération Z, était l'invité de notre matinale. Il nous a demandé de vous faire passer un message. Il espère que vous allez le rejoindre, un de ces quatre. Est-ce que c'est totalement exclu ? Ah bah à l'heure où on parle, je vous le dis, moi je suis dans une situation un peu délicate, je pense que tout le monde peut le comprendre. J'ai de la sympathie pour Éric. Bon, on peut avoir des divergences sur certaines choses, mais j'ai aussi en parallèle, ça n'aura échappé à personne, une personne de ma famille qui est candidate à l'élection présidentielle, à la tête d'un mouvement auquel j'ai participé, auprès duquel j'ai encore des amitiés, et c'est pour ça que je pense que l'efficacité devrait nous appeler à dépasser des divergences que je pense un peu artificielles pour être plus efficace. La question maintenant, ça va être de savoir comment départager le mieux placé. Ouais, et est-ce que Marine Le Pen aujourd'hui n'a pas prouvé qu'elle était finalement la plus solide ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voyez dans les sondages, aujourd'hui Marine Le Pen indéniablement creuse un écart de 2, 3, parfois voire 4 points dans les sondages. Mais la réalité, c'est que la campagne, elle commence aujourd'hui. On a désigné, le candidat LR a été désigné hier. Éric Zemmour a officiellement annoncé sa candidature il y a seulement 3 jours. Donc c'est maintenant, d'une certaine manière, que les rapports de force vont véritablement se dégager et que les Français vont rentrer dans la campagne électorale et qu'on pourra y voir un petit peu plus clair sur cette espèce de primaire indirecte, si je puis dire, du camp national qui est en train d'être mise à l'œuvre à travers la candidature d'Éric Zemmour. Après, on va parler de votre note, la note que votre école publie sur la question de l'immigration, c'est promis, mais une dernière question, est-ce que finalement ça peut pas être un atout d'avoir 2 candidats pour le camp national ? Est-ce que c'est un atout ? Est-ce que ça risque de le diviser ? Est-ce que vous craignez une non-qualification au second tour ? Ou est-ce que ça peut faire une réserve de voix pour celui qui sera arrivé en tête ? On peut imaginer, c'est comme ça que se rassure d'une certaine manière le Rassemblement national, en se disant c'est pas grave si Éric Zemmour est candidat, puisque de toute façon ça fera une réserve de voix au second tour. On peut raisonner de cette manière-là, en effet. On peut aussi raisonner en se disant que ces 2 candidatures peuvent se risquent potentiellement de se court-circuiter, sauf si l'une arrive à faire un écart important avec l'autre et donc s'assure une qualification. À l'heure où on parle, c'est quand même pas tout à fait certain. Une fois de plus, le ticket d'entrée au second tour est bas. Rappelons quand même la fois dernière, alors même si les circonstances sont différentes, que Marine Le Pen se qualifie à 1 point seulement de François Fillon, à 1,5 point de Jean-Luc Mélenchon. Donc on est encore 2-3 semaines de campagne, on ne sait pas ce qu'il aurait pu advenir. Là, la campagne va être très courte et c'est vrai qu'une fois de plus, moi je suis tellement animée par cet impératif de ne pas laisser une fois de plus la France pendant 5 ans supplémentaires dans les mains de la Macronie, que je pense que dès le premier tour, il faudrait pouvoir s'allier. Ce qui est sûr, c'est que alors certains disent Éric Zemmour faute parce qu'il est candidat, il divise le camp national. Mais c'est à mon avis une mauvaise manière de raisonner. C'est-à-dire que si Éric Zemmour est candidat, c'est qu'il y avait manifestement un vide. Voilà, ça plaît, ça déplaît, mais en tout cas c'est comme ça que les électeurs le ressentaient, et c'est si vrai que très rapidement il est monté quasiment jusqu'à 17%. Aujourd'hui il semble se stabiliser autour de 15%, donc c'est qu'il manifestement une envie et un besoin d'une partie d'électeurs qui aujourd'hui ne se retrouvent ni dans Marine Le Pen, ni dans les Républicains, ni ailleurs. Donc je pense qu'il ne faut pas faire ce type de procès. La nature a horreur du vide, et c'est encore plus vrai en politique. Donc maintenant c'est au camp national au sens large de réfléchir à la manière de
de concilier ça et de comprendre pourquoi ce vide n'est pas rempli et comment les gens peuvent travailler ensemble. On a commencé par parler de Valérie Pécresse. Est-ce que vous excluez totalement, vous nous avez dit ce que vous en pensiez sur le plan idéologique, est-ce que vous excluez totalement qu'elle puisse être au second tour ? Moi, j'exclus absolument rien. Je pense que rien n'est écrit politiquement. Les LR, pour un certain nombre de raisons, ont encore du ressort. N'oublions pas que c'est quand même un mouvement qui tient aujourd'hui le Sénat, qui est le premier parti d'opposition à l'Assemblée, qui a majoritaire en local sur le plan des départements, des régions, beaucoup de villes. Donc c'est un parti de cadres et d'élus, mais qui a indéniablement encore un certain nombre de forces. Donc vu que le seuil de qualification, une fois de plus, est très bas, il ne faut absolument rien exclure. Et on a quand même un gros inconnu dans cette élection, qui est celui du niveau d'abstention. On voit bien que depuis les dernières élections présidentielles, l'abstention s'aggrave de séquence en séquence électorale. On est quelque chose de structurel. Et donc, s'il y a beaucoup d'abstention, on risque d'avoir de bonnes ou de mauvaises surprises plutôt au premier tour de l'élection notamment. Merci Marion Maréchal. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Dans Toute Vérité, on se retrouve après une courte pause. Nous parlerons d'immigration. Est-ce l'enjeu principal de la campagne qui s'annonce? Les réponses de Marion Maréchal après la pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Marion Maréchal dans Toute Vérité. Marion Maréchal, vous êtes ici comme observatrice de la vie politique, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi comme directrice de l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques de Lyon, où vous êtes la fondatrice et directrice. L'ICEP, justement, publie une note dont nous allons parler en détail concernant l'immigration. Mais d'abord, plus largement, comment expliquez-vous que le thème de l'immigration, presque absent de la campagne de 2017 finalement, revienne aujourd'hui en force? Est-ce que c'est le retour du refoulé? Alors, je ne sais pas si le thème était totalement absent aux dernières élections. Je ne crois pas. En tout cas, dans les débats. Voilà, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait probablement davantage de sujets autour de la question de l'Union européenne, probablement parce qu'à l'époque, il y avait encore cette épée de Damoclès de la politique de rigueur voulue par la Commission, qui imposait des réductions drastiques dans les budgets, et que depuis, il y a eu une inflexion de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Il y a eu la crise Covid qui est passée par là, et que finalement, on a ouvert les vannes des dépenses et qu'il n'est plus question aujourd'hui de contraindre budgétairement et drastiquement la France notamment dans ses choix. Et de ce fait-là, c'est probablement quelque chose qui est moins présent, probablement à tort d'ailleurs, parce que notamment sur l'immigration, ça reste un vrai sujet, la question de l'Union européenne. Mais donc voilà, on va en parler d'ailleurs. Voilà, et puis la réalité, c'est que la situation s'aggrave d'année en année. On a aujourd'hui un record, en 2019, un record d'entrées légales autour de 469 000 entre les titres de séjour accordés, entre les demandeurs d'asile qui ont été enregistrés, entre autres choses, et qui révèlent, si vous voulez, un véritable basculement qui se voit au quotidien, qui a des conséquences à la fois sur le plan économique, social, culturel et sécuritaire, et qu'aujourd'hui c'est une réalité pour l'ensemble des Français, quel que soit finalement leur vote et leur position politique. Les sondages indiquent cependant que le pouvoir d'achat reste la préoccupation principale des Français. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quel est l'enjeu majeur dans cette élection? Vous continuez à penser que c'est les questions migratoires, ou faut articuler les deux? Alors, de toute façon, ce serait une erreur, et je pense que personne ne pense ça, que de concentrer l'intégralité d'une campagne sur la question migratoire. Le pouvoir d'achat est évidemment une problématique absolument centrale et absolument vitale. La question de l'immigration, c'est juste qu'elle s'accroche à d'autres sujets, notamment économiques. Et donc elle est corrélée à plein d'autres choses, et elle aggrave plein d'autres sujets, notamment sur le plan budgétaire, sur le plan économique, et donc du pouvoir d'achat, parce que qui dit pouvoir d'achat dit impôts, dit taxes, voilà. Mais néanmoins, c'est quand même à tempérer, parce que ce qui est intéressant, c'est que notamment dans l'électorat de droite, en particulier chez les LR et au RN, c'est un sujet qui arrive en 4e position. Derrière la question de l'immigration, de la sécurité, du terrorisme notamment, mais pas seulement d'ailleurs dans l'électorat, contrairement à ce qu'on peut penser, de droite au sens large, mais aussi chez l'électorat de LREM par exemple, ça n'est pas la première préoccupation, et ça ne l'est même pas d'ailleurs chez l'électorat du Parti Socialiste. Donc c'est assez intéressant de voir, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, qu'en moyenne, chez les Français, c'est le premier sujet, mais quand on va dans le détail des électorats, on se rend compte quand même que la question identitaire au sens large est une préoccupation absolument majeure. Et j'en veux pour preuve, et je recoupe avec un autre sondage très intéressant qui a été fait par Harris, un peu polémique parce qu'il a trait à cette question du grand remplacement.
On en a beaucoup parlé. Vous savez, ces fameux 66% des Français qui pensent que le grand remplacement va avoir lieu, aura lieu, et 61% qui en sont inquiets. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde en détail, pareil, ce sondage, on se rend compte que dans La République En Marche, les électeurs de La République En Marche, il y a aussi une majorité de ces électeurs qui pensent que ce grand remplacement va arriver, et une majorité également qui en sont inquiets. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que derrière ce terme, en réalité, il y a aujourd'hui une unanimité, quels que soient les électorats. Justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ce terme? Est-ce que le concept de grand remplacement, c'est quelque chose que vous reprenez à votre compte? Oui, parce que pour moi, c'est un débat verbal qui n'a pas lieu d'être. Je ne crois pas du tout que le grand remplacement soit un complot. Ça, c'est les personnes qui sont pro-immigration et pro-société multiculturelle qui disent ça. Mais quand on lit cet auteur, quand on regarde en détail ce qu'il dit, il n'y a pas de dimension complotiste. C'est pas un complot, c'est un constat. En réalité, certains utilisent ce terme comme un espèce de totem, comme un moyen de se distinguer d'une certaine manière. Mais moi, je crois que il est extrêmement parlant et c'est pour ça qu'il est efficace. Et l'auteur, ce fameux auteur Renaud Camus, il le décrit de deux manières. Il dit qu'il y a une dimension quantitative, c'est-à-dire le nombre de personnes qui rentrent chaque année sur le territoire, avec pour conséquence une dimension qualitative, c'est-à-dire une mutation finalement sur le plan culturel, des mœurs, des modes de vie sur une partie du territoire. Pourquoi pas parler de bouleversement démographique à ce moment-là? Ça permettrait d'éviter justement les accusations de complotisme, etc. Alors la première chose, parce que je pense qu'il faut que la droite en général, mais les Français en général et le monde politique en général arrivent à raisonner en dehors du cadre moral qui est déterminé par la gauche. Et c'est pas parce que la gauche dit le grand remplacement c'est mal qu'il faut s'interdire de l'utiliser, d'une part. La deuxième chose, c'est parce que je pense pas que les Français se sentent grands ou bouleversés. Je pense qu'ils se sentent plus grands remplacés. Et quand vous vous baladez à Barbès, vous ne dites pas diantre, je suis bouleversé. Vous dites diantre, ma culture française est remplacée par d'autres cultures étrangères importées, devenues dominantes. Donc je crois que, et puis bouleversement ça ne veut rien dire, ça peut être quoi, un bouleversement de la pyramide des âges, voilà. Bouleversement démographique, pardon, c'est quand même assez précis. Ça peut être ça peut être une pyramide des âges par exemple. Donc c'est vrai que je pense que si ce terme a eu ce succès, c'est tout simplement parce que il a tout de suite été extrêmement parlant et surtout il s'appuie sur des réalités statistiques. Quand vous voyez, là j'avais récupéré quelques chiffres, quand vous voyez qu'il y a 31% des enfants qui sont nés en France en 2018 qui ont au moins un parent né à l'étranger, on voit bien qu'il y a quand même une mécanique à l'œuvre très importante de basculement démographique, puisque c'est plus 63% depuis 98 ce phénomène. Donc c'est quand vous voyez, ça c'est les chiffres pareils de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en 2018, vous avez aujourd'hui un quart de la population qui est d'origine immigrée. Vous prenez les chiffres dans certaines villes, est-ce que c'est un phénomène global? Alors ça c'est national, ça c'est les chiffres nationaux. Et encore là, vous avez raison, c'est une récente étude de France Stratégie, tout ça c'est des chiffres officiels qui révèlent que dans de très nombreuses parties du territoire français, aussi bien à Rennes qu'à Limoges, évidemment qu'en Seine-Saint-Denis, vous avez des quartiers, voire parfois même des villes entières, où là, on est face à une majorité de jeunes de moins de 18 ans qui sont d'origine immigrée. Et on pourrait vous répondre, est-ce si grave s'il n'y avait pas de problème d'intégration? Est-ce que le problème, c'est pas un problème d'intégration? Le souci, c'est qu'il y a un problème d'intégration. Donc, moi, je veux bien raisonner dans l'absolu. C'est évidemment grave, en ce sens que, précisément, le nombre empêche l'efficacité de la politique d'immigration, puisque, mécaniquement, quand vous avez une majorité de personnes d'origine étrangère avec une culture différente qui arrive sur un territoire, elle n'a plus les moyens, la capacité et la volonté de s'assimiler, puisqu'elle n'est plus en contact avec précisément la population de référence à laquelle elle est censée s'assimiler, et donc à la culture de référence. Sans parler évidemment de l'absence de volonté de la part des politiques publiques, parce que faut quand même rappeler, ça me paraît important, que entre 1982 et 2019, il y a 4 millions d'étrangers qui ont obtenu la nationalité française.
4 millions d'étrangers, donc qui mécaniquement ne rentrent plus dans les statistiques en tant qu'étrangers, mais qui révèlent quand même la politique extrêmement laxiste des gouvernements français en matière de délivrance de cette nationalité française et qui manifestement n'est plus aussi exigeante qu'elle devrait l'être précisément sur cette condition d'intégration. Pour que vous ayez 4 millions de personnes qui soient devenues françaises, c'est quand même un délire. Certes, moi je vous suis, il y a la question des flux. Vous expliquez que pour réussir l'intégration, c'est plus simple s'il y a moins de flux et s'il n'y a pas une concentration de population d'une culture homogène dans certains quartiers. Mais le fait est que ça existe déjà. Donc au-delà de limiter les flux, voire de les arrêter, qu'est-ce que vous proposez pour ceux qui sont déjà là et pour résoudre justement ce problème d'intégration en France ? Alors déjà, on pourrait se battre sur la question et intégration-assimilation. Intégration, c'est le simple respect de la loi française. Oui, j'emploie les deux de manière indifférente. Alors, moi je pense qu'on devrait davantage parler d'assimilation parce qu'il ne suffit pas de respecter le code civil ou le code pénal. Je pense que ça va au-delà de ça. Être français, s'assimiler à une culture, en effet, et à des modes de vie. Vous avez raison, moi je ne crois pas au principe de la remigration des personnes de nationalité française. Ça me paraît un peu utopique. Remigration volontaire, ça pourrait arriver peut-être pour une infime minorité, mais je crois qu'il y a tellement d'avantages à vivre en France plutôt que dans un certain nombre de pays autres, notamment au Maghreb, en termes de liberté, en termes de prise en charge sociale, que je ne crois pas à cela. En revanche, c'est vrai qu'il y a indéniablement le levier de la délinquance qui devrait être un levier peut-être d'extension de déchéance de la nationalité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de naturalisés français qui le deviennent alors même qu'ils ont parfois un CV pénal ou criminel long comme le bras. Donc on pourrait se poser cette question-là. Il y a aussi beaucoup de jeunes étrangers qui deviennent français quasiment automatiquement à 18 ans, alors même pareil qu'ils ont des CV criminels longs comme le bras. Donc ça pourrait aussi être un levier. Puis évidemment, il y a la question à un moment donné de l'impératif éducatif et culturel. Encore pour cela, faut-il que les gouvernements assument de défendre l'identité française. Or, je vous rappelle qu'on a un président qui lui-même, pendant sa campagne, disait qu'il n'y avait pas de culture française. Donc, partant de là, ça risque d'être un peu compliqué d'aller expliquer à ces jeunes qu'il faut aimer la culture française et s'en imprégner. Merci Marion Maréchal. Vous restez avec nous sur Sud Radio dans Toute Vérité. Réformer la Constitution peut-il suffire à maîtriser l'immigration ? L'Europe nous empêche-t-elle vraiment d'agir ? Vos réponses après la pause en Toute Vérité. Toute Vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans Toute Vérité avec notre invité ce dimanche, Marion Maréchal. Marion Maréchal, Valérie Pécresse, mais aussi Marine Le Pen et Éric Zemmour proposent de modifier la Constitution pour faire tomber un certain nombre d'obstacles juridiques, notamment européens, à une meilleure gestion des flux migratoires. La note que vous publiez avec votre école et qui est rédigée par un haut fonctionnaire, Jean Girache, montre pourtant que la réforme de la Constitution ne suffit pas à maîtriser l'immigration. Pourquoi ? Alors oui, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de frénésie réformiste constitutionnelle qui s'est emparée de l'ensemble du spectre de la droite, et pas que d'ailleurs. Je crois que même Arnaud Montebourg a proposé une réforme. Alors déjà, première chose, c'est que je ne dis pas que la réforme constitutionnelle est inutile en soi. Indéniablement, faire une réforme constitutionnelle aura des conséquences sur le droit interne français et notamment sur les jurisprudences des juridictions ordinaires ou suprêmes françaises. Par exemple, sur la jurisprudence de la Cour de cassation ou du Conseil d'État. C'est vrai qu'ils sont particulièrement laxistes en matière migratoire et qui très souvent interprètent les textes de telle manière que on va plutôt vers des politiques pro-immigration. Donc ça, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Là où je suis un petit peu plus dubitative, c'est par rapport à la question du droit international ou du droit européen. Pourquoi ? Parce que la France a pris un certain nombre d'engagements auprès de l'Union européenne, bien sûr, mais aussi la Convention de Genève qui a trait aux réfugiés, la Cour européenne des droits de l'homme ou encore la Convention relative aux droits de l'enfant. Toutes ces normes européennes ou internationales ont des contraintes en matière juridique sur le plan migratoire. Et il y a deux choses, à mon avis, qui ne sont pas extrêmement claires ou qui ne sont pas anticipées en parlant de réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que disent la plupart de ces candidats ? Ils disent en gros, on est contraint par ce droit international, donc on va intégrer dans la Constitution un principe de souveraineté migratoire. Ça veut dire, on va dire, aujourd'hui, la France fait ce qu'elle veut en matière migratoire et aucune norme internationale ou européenne ne peut aller à l'encontre de cela. Bon. Déjà, deux limites. La première, et je suis désolée, je rentre un peu dans la technique juridique, mais c'est important. Mais c'est intéressant. Ouais. C'est qu'il existe en France ce qu'on appelle un contrôle de conventionnalité. C'est quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui vérifie la conformité des lois françaises
au droit européen ou international. Ce sont les juridictions ordinaires, les juridictions de première instance ou d'appel par exemple, Cour de cassation, Conseil d'État, c'est des vieilles jurisprudences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, concrètement, si vous avez une loi qui est contraire en France au droit européen ou au droit international, les juridictions françaises écartent l'application de cette loi. Alors, je vous interromps. Deux questions. Le fait que ce soit des juges finalement et des juridictions ordinaires qui vérifient cela, est-ce qu'on rentre pas dans une logique de gouvernement des juges, comme certains l'observent? Et ensuite, moi, si je vous suis bien, le retour de la souveraineté migratoire, finalement, passe par une forme de Frexit, puisque si les juges appliquent les lois européennes, eh bien, on n'en sort pas. Je vais juste au bout de ce raisonnement. Ça veut dire que demain, pour vous aller concrètement, vous réformez la Constitution. Dans le cadre de cette réforme, ensuite, vous prenez une loi qui est conforme à la Constitution française, très bien, pour réguler l'immigration. Mais s'il se trouve que demain, cette loi est non conforme au droit européen, vous allez vous retrouver, par exemple, devant le Conseil d'État qui va dire moi, j'écarte cette loi et je ne l'applique pas. Et donc, la Constitution devient presque transparente d'une certaine manière. Et ça, c'est par exemple, pour vous donner une statistique, ça concerne près de 20% des affaires traitées par le Conseil d'État. Donc, c'est considérable. Donc, déjà, c'est la première limite à l'exercice. Et puis alors Patrick Stefanini, justement le directeur de campagne de Valérie Pécresse, pensait avoir trouvé la parade en disant oui, mais il y a une vieille jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dit que s'il y a une loi de transposition des directives européennes qui est contraire à l'identité constitutionnelle de la France, elle ne peut pas s'appliquer. Oui, sauf que l'identité constitutionnelle de la France, avant que le Conseil constitutionnel considère que la maîtrise de l'immigration fait partie de l'identité constitutionnelle de la France, je pense que vous pouvez vous lever tôt le matin. Voilà, donc puis bon, c'est assez restrictif. Donc je vous rejoins sur la question du Frexit. Ça, c'est le deuxième problème posé par cette réforme constitutionnelle. Enfin, problème. Moi, ça me pose pas de problème, mais il faut que les candidats, en tout cas, l'assument. Et les candidats LR, en réalité, ne l'ont jamais formulé comme ça. Quand vous prenez des engagements internationaux, que vous signez des traités, il y a deux manières, finalement, de les remettre en question. C'est soit vous dénoncez le traité en question, c'est-à-dire vous en sortez, soit vous le renégociez. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que disent les candidats de droite en général? Ils disent, on s'en fiche, on touche pas à ça, on fait notre petite réforme constitutionnelle dans notre coin, et puis ça nous libérera de tous nos engagements, et ça suffira finalement à régler le problème. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si demain, vous mettez dans la Constitution nous sommes une souveraineté migratoire, enfin nous mettons en place la souveraineté migratoire et donc le droit européen, s'il est contraire à nos lois et à notre constitution sur ce point, ne s'applique plus. Vous rentrez dans une crise avec l'Union européenne qui va entraîner un bras de fer juridique et politique très important pour aboutir forcément à une renégociation qui peut in fine, finir en Frexit. Mais est-ce que c'est vrai dans la théorie? Mais je prends l'exemple polonais. Mais d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que les candidats de droite qui veulent faire la même chose ont critiqué les Polonais, mais qui justement ont affirmé la primauté de leurs droits, notamment constitutionnels, sur le droit européen. Dans les faits, ça a créé des polémiques, mais il semble que ça marche. Alors, je vais vous dire des choses. Déjà, première chose, moi, ça me pose pas de problème sur le principe qu'on engage, mais je pense même que c'est souhaitable. Je dis juste qu'il faut que les candidats le disent clairement. Ça veut dire que ça peut aboutir à ça. Ce qui est marrant, et ce qu'on n'a jamais d'ailleurs vraiment relevé, c'est qu'en réalité, il y a une divergence entre les cours constitutionnelles nationales et le droit européen. Pourquoi? Parce que globalement, toutes les cours constitutionnelles, françaises, polonaises, c'est ce qu'a rappelé la polonaise, disent le droit, constitutionnel, national, prime sur le droit européen. Et l'Union européenne dit exactement l'inverse. Ça veut dire que ce soit la Cour de justice de l'Union européenne, que ce soit la Commission européenne ou que ce soit les traités qu'on a ratifiés, ils disent non, le droit européen est supérieur non seulement aux lois, mais aussi à la Constitution. Donc déjà, il y a une divergence qui n'est pas réglée de ce point de vue-là. Et globalement, comment on fait? C'est-à-dire que de manière générale, pour éviter que cette divergence n'aboutisse à un drame, il y a une espèce de dialogue des juges, on se débrouille toujours pour que finalement la Constitution soit réformée et s'applique. Donc les Polonais, ils disent ça, et ils confirment finalement quelque chose qui existe depuis longtemps. Sauf que l'Union européenne est extrêmement dure avec eux et ne lâche pas parce qu'ils savent qu'en réalité, la Pologne ne sortira jamais de l'Union européenne. Et donc au final, elle finira forcément par céder s'il y a conflit, parce que à la fin des fins, il n'y aura pas de renégociation, parce que si vous n'assumez pas potentiellement qu'en cas de refus de négociation des traités, eh bien vous ne sortez pas. Sans cela, en réalité, vous n'avez pas vraiment la force d'eux. Donc, une fois de plus, moi, j'ai pas de problème. Je pense pas qu'il faille faire du Frexit un interdit absolu. Mais si vous étiez aux manettes, vous assumeriez le risque de sortir de l'Union européenne. Donc.
Alors moi, je ne suis pas pour aujourd'hui une sortie de l'Union européenne. Je crois qu'il y a des possibilités intermédiaires qui n'ont pas été utilisées, notamment justement précisément ce bras de fer, parce que je crois que contrairement à la Pologne, l'Union européenne ne peut pas se passer de la France et qu'il y aurait des conséquences, notamment sur le plan budgétaire et monétaire, qui seraient probablement lourds vu l'état actuel de nos finances publiques, et donc il y aura probablement des réformes internes à faire avant d'envisager cela. Néanmoins, dire aujourd'hui aux Français, on va faire un bras de fer avec l'Union européenne, tout en s'interdisant absolument de pouvoir utiliser cet argument du Frexit, c'est de fait mentir aux Français sur l'efficacité d'une telle négociation. Parce que la Commission lâchera jamais. Oui, vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous tensez notamment les candidats de droite. Valérie Pécresse avec Patrick Stefanini propose justement d'inscrire dans la loi fondamentale, donc dans la Constitution, que la République limite le nombre de ressortissants étrangers autorisés à séjourner en France. Vous nous expliquez que sans la menace d'un Frexit, finalement, c'est un peu des paroles en l'air. Mais aujourd'hui, quand j'écoute Marine Le Pen ou même Éric Zemmour, plus personne ne parle de Frexit ou de menace du Frexit. Ils sont un peu dans la même logique que la droite, ou la droite les a rejoints, c'est selon. Mais moi je dis pas qu'ils le souhaitent, je dis juste qu'ils ne sont pas tout à fait au clair quand ils parlent de cette réforme constitutionnelle sur les conséquences que ça peut induire. Y compris le camp national, pour le coup. Oui, y compris le camp national, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça veut dire que moi, une fois de plus, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'il faut avoir un bras de fer avec l'Union européenne. Je dis juste qu'il ne faut pas imaginer que simplement en faisant notre petite réforme constitutionnelle dans notre coin, on va pouvoir d'un coup ne plus appliquer le droit de l'Union européenne, puisque le cœur nucléaire de notre engagement auprès de l'Union européenne, c'est précisément la supériorité du droit européen sur le droit national. Et je vous donne un exemple qui est quand même révélateur. Même les États-Unis ne font pas dans leur coin, décident pas dans leur coin de faire ce qu'ils veulent. Sur l'accord de Paris, par exemple, Trump, quand il décide de sortir de l'accord de Paris, vous savez, qui régulait notamment les émissions carbone, il dit pas j'applique plus du jour au lendemain et je me casse d'une certaine manière. Il a respecté scrupuleusement la procédure de sortie qui mettait 3 ans minimum, et au bout de 3 ans, il est sorti. Parce que quand vous prenez un engagement international, vous engagez quand même la parole de la France, et en l'occurrence, le système européen est tellement intégré que ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Donc il y a un peu de démagogie et de manque de réalisme, y compris dans les candidats que vous soutenez plutôt. En tout cas, non, alors j'irai pas jusque-là, parce que je pense qu'il y a en tout cas une facilité qui veut qu'on ne dise pas tout à fait les conséquences que ça peut induire, notamment chez LR, parce que pour le coup, le coût de la renégociation des traités, c'est quelque chose qui est assumé par Marine Le Pen, par Éric Zemmour depuis longtemps. Je pense que c'est un peu moins clair chez les Républicains, et en effet, il y a une forme d'ambiguïté. Ouais, d'ambiguïté, parce que la réalité, c'est que le sujet européen, c'est un sujet atomique qui fait peur, et que rien que ce mot Frexit est un espèce de tabou qui met en place des réflexes pavloviens, et donc on ne veut surtout pas rentrer dans ce débat. Or, à un moment donné, il faudra l'avoir. Il y a un argument qui est donné à peu près par tous les candidats qui veulent réformer la Constitution, c'est aussi celui du référendum, et c'est peut-être le plus important, c'est peut-être plus que la question européenne, c'est la question du référendum. C'est quand même un moyen de redonner la parole aux Français sur cette question de l'immigration, et on peut imaginer que si les Français ont un vote clair, ça aura une influence quand même politique au-delà de la France, et une influence directe sur les juges. Ce qu'il n'est pas primordial, quoi qu'il arrive, d'interroger les Français sur la question de l'immigration. Je suis tout à fait d'accord. Il y a probablement une clarification à avoir dans la Constitution sur la possibilité d'interroger les Français sur la question migratoire par le référendum, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose de très très clair. Néanmoins, et on y reviendra peut-être, il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites tout de suite en France pour maîtriser l'immigration. On va y revenir, justement. Sans passer par une réforme constitutionnelle. Ce sera le sujet de la dernière partie dans Toute Vérité. Merci Marion Maréchal, vous restez avec nous sur Sud Radio et vous nous expliquerez après comment on peut effectivement agir sur l'immigration tout de suite, selon vous, sans passer par de grandes réformes constitutionnelles et européennes. Merci, à tout de suite. Lidl.fr. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour dans Toute Vérité sur Sud Radio avec Marion Maréchal. Nous débattons ce dimanche de la question de l'immigration. Marion Maréchal, vous nous expliquiez que une réforme constitutionnelle impliquait des enjeux importants, comme de rentrer dans un rapport de force avec l'Europe. Mais si on met de côté la question européenne, est-ce qu'il n'y a pas déjà des leviers d'action pour les politiques pour agir, contrôler, réguler mieux les flux migratoires sans même bouleverser les équilibres européens?
Alors que les choses soient claires, je pense que si on veut être cohérent et efficace, il faudra de toute façon par en passer par une renégociation des traités, pas que de l'Union européenne d'ailleurs, mais aussi de la Convention de Genève, on en a parlé tout à l'heure, la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention de protection des enfants, voilà. Et il faudra probablement aussi une réforme constitutionnelle pour toucher le droit interne et notamment la jurisprudence de nos juridictions à nous. Mais néanmoins, ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre de leviers qu'on peut utiliser tout de suite maintenant, sans avoir de problème avec la Constitution et sans avoir de problème avec l'européen. Je pense notamment à tout ce qui touche, par exemple, aux conditions de naturalisation, c'est-à-dire d'obtention de la nationalité française. Là, la France a totalement la main là-dessus. On pourrait être beaucoup plus dur sur les critères d'octroi de cette nationalité, comme sur d'autres pays, dans la durée et les conditions. On peut penser par exemple au droit du sol. Aujourd'hui, le droit du sol, demain, peut être supprimé d'un trait de plume par un changement de la loi. Il n'y a pas de jurisprudence du Conseil constitutionnel dessus et le droit européen n'en parle pas. Donc logiquement, on devrait pouvoir le faire. On peut penser à tout ce qui touche aux conditions d'expulsion et d'interdiction du territoire français, qui pourraient être durcies avec plus de moyens. On peut penser même au durcissement du regroupement familial. Alors le regroupement c'est compliqué le regroupement familial. Oui, sauf que le droit français est plus laxiste que la directive de 2003 de l'Union européenne, ce qui est quand même génial. Donc on a une marge de manœuvre. On ne peut pas totalement, évidemment, le supprimer et faire n'importe quoi. Mais vous on a y une marge serez de manœuvre. favorable, vous, à la suppression du regroupement familial ? Je pense que sur le principe, oui. Ça veut dire que je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'automaticité à obtenir la nationalité française ou à pouvoir venir sur le territoire français. Dans les deux cas, ça devrait être du cas par cas et qu'on ne soit pas sur des phénomènes de masse automatique. Mais ça, c'est vrai que sur le regroupement familial, vous avez raison, ça touche à beaucoup d'engagements internationaux et le Conseil constitutionnel aussi, d'ailleurs, malheureusement, a légiféré là-dessus, a mis une jurisprudence dessus, donc c'est extrêmement contraignant. Il y a aussi, je pense, tous les accords. Vous savez qu'on a des accords avec franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, qui sont beaucoup plus laxistes en matière migratoire, notamment dans l'obtention des titres de séjour qui pourraient être revus. Les titres de séjour qui sont aujourd'hui le premier levier d'immigration clandestine. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des immigrés clandestins n'arrivent pas par bateau ou de manière spectaculaire à la frontière. Ils obtiennent des titres de séjour légaux donnés par le gouvernement français et ensuite ils se maintiennent illégalement sur le territoire. Et ça, il n'y a pas demain à réformer quoi que ce soit. Il y a juste le gouvernement qui a à dire je durcis les conditions pour, par exemple, les étudiants, pour, par exemple, l'immigration économique, pour les étrangers malades, pour d'autres motifs. Aujourd'hui, il y a un laxisme absolument total dans l'obtention des titres de séjour. Vous avez parlé des accords passés notamment avec le Maroc. Patrick Buisson, il y a quelques années, quand il était conseiller de Nicolas Sarkozy, voulait dénoncer les accords d'Évian parce que justement il y avait des facilités pour les Algériens à venir s'installer en France. Est-ce que vous seriez favorable à cela ? On en a un peu parlé au moment où Emmanuel Macron a dit justement qu'il allait limiter les visas et qu'il a semblé rentrer dans un début de bras de fer avec le gouvernement algérien. Ça me semble absolument indispensable. Les accords d'Évian aujourd'hui sont complètement caducs. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment été respectés depuis le début du côté algérien, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de raison aujourd'hui objective à ce qu'il y ait encore ces facilités dans l'obtention des visas et dans l'octroi des visas pour les Algériens, d'autant plus quand on voit le comportement aujourd'hui qui est celui du gouvernement algérien vis-à-vis de la France, à la fois dans les actes et à la fois dans les paroles, qui est quand même un discours extrêmement vindicatif, agressif, puisque finalement la France est le bouc émissaire de leur échec, alors qu'ils sont quand même indépendants depuis maintenant quelques décennies. Mais ça pose aussi des questions indirectes, c'est-à-dire qu'il y a tous ces leviers dont je viens de vous parler qui sont immédiats, directs, mais il y a aussi tous les appels d'air indirects à l'immigration. On peut parler des prestations sociales, par exemple, non contributives, on peut parler, par exemple, du niveau de prise en charge médicale. Tout ça, c'est quand même des choses dans la politique française qui incitent à l'immigration, qu'elle soit légale ou clandestine, et qui pourraient être revues, être durcies, sur laquelle, une fois de plus, la France peut agir tout de suite maintenant, parce qu'il n'y a pas de jurisprudence constitutionnelle, il n'y a pas de droit européen qui s'exprime là-dessus. Est-ce que vous croyez que les aides sociales constituent une forme d'appel d'air en matière d'immigration ? J'en suis absolument convaincu. Vous savez, ça c'est les chiffres de Darmanin. Il y a aujourd'hui sur le territoire français entre 600 000 et 700 000 clandestins. Alors certes, il y a le passé de la France avec un certain nombre de pays d'Afrique, il y a la francophonie qui joue dans le choix, mais si demain vous arriviez en France, que vous n'aviez aucune aide alimentaire, aucune aide sociale, aucune aide au logement, aucune prise en charge, il y aura probablement beaucoup moins de candidats, si vous voulez, à l'immigration illégale qui viendraient s'installer en France. Or, on voit bien que c'est
manifestement quand même l'une des destinations privilégiées sur le territoire européen. Et ça, il y a des politiques très différentes d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que la France continue d'être aussi généreuse alors qu'elle n'en a plus les moyens. Mais comment vous expliquez aujourd'hui, même Emmanuel Macron, qui vient plutôt de la gauche, semble vouloir être conscient qu'il faut limiter les flux migratoires. Si c'était si simple, si on pouvait le faire comme ça, comme vous le dites, en appliquant certaines lois maintenant en France, pourquoi la classe politique ne le fait pas depuis des années ? Parce que je pense que ça nécessite un courage politique et puis un savoir-faire politique aujourd'hui qui est complexe. Prenons un seul exemple, les obligations de quitter le territoire français. Vous savez que chaque année, il y a des décisions qui sont prises pour obliger des personnes à quitter le territoire. On s'est rendu compte, il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps là-dessus, qu'en réalité, c'est une infime minorité qui est factuellement appliquée. Et là, Emmanuel Macron semble le découvrir à la fin de son mandat. Il déclare qu'il doit y avoir 100% demain des OQTF qui doivent être appliqués. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir la volonté du gouvernement français, qui n'existe pas déjà, il faut aussi l'accord des pays d'origine. Vous savez que les pays d'origine donnent un laissez-passer administratif pour faire simple. Il a essayé de créer un rapport de force, certes à la fin de son mandat, mais est-ce que quelqu'un à sa place créerait un rapport de force ? Oui, mais à quel moment il est allé voir ces pays en disant maintenant c'est simple, si vous ne délivrez plus ces autorisations pour que je puisse vous renvoyer les clandestins issus de vos pays, eh bien je vais vous supprimer, par exemple, l'aide française au développement. Plusieurs centaines de millions chaque année donnés à ces pays. Je vais durcir la politique précisément d'octroi des visas. Je vais geler les avoirs de vos ressortissants étrangers sur le territoire français qui sont bien contents de venir se soigner en France ou d'avoir leurs économies dans des banques françaises qui sont plus sécurisées. Voilà. À quel moment Emmanuel Macron s'est lancé là-dedans ? Alors oui, ça demande du courage politique et c'est évidemment extrêmement complexe à conduire. Or, je pense que la facilité, c'est que aujourd'hui, c'est de laisser pourrir la situation et de réagir une fois que la situation devient ingérable parce que ça juste un peu comme les émeutes, si vous voulez. Le problème aujourd'hui des émeutes urbaines, pourquoi personne n'agit ? Parce que personne ne veut risquer d'avoir des blessés ou des morts sur la conscience, ce que je comprends très bien. Mais le souci, c'est qu'on se dit, on laisse pourrir la situation, on préfère avoir des dizaines de millions d'euros, de dégâts matériels, mais on ne veut surtout pas aller au contact, parce qu'on a peur d'être considéré comme responsable, d'un affrontement physique dur. Mais le souci, c'est qu'à force de laisser pourrir la situation, le jour où on aura de nouveau un embrasement type 2005 x 10, parce que la situation ne fait que s'empirer depuis, en fait, ça deviendra parfaitement incontrôlable. Et les politiques préfèrent toujours attendre le pourrissement et être pris dos au mur et répondre plutôt que de provoquer, une réponse qui certes demande du courage, mais qui est dure à assumer politiquement. Vous l'avez dit, ça peut créer des drames et c'est déjà un drame, l'immigration. On l'a vu le mercredi 24 novembre, 27 personnes tentant de rejoindre l'Angleterre dans une embarcation de fortune sont mortes dans la Manche. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement maintenant pour éviter ça ? Et est-ce que vous êtes favorable à dénoncer les accords du Touquet avec la Grande-Bretagne ? Alors vous avez raison, ça entraîne des drames, c'est bien le problème, c'est qu'en laissant faire notamment les filières de passeurs et en étant laxiste et en ayant fait disparaître nos frontières matérielles, parce qu'on n'a plus aujourd'hui de douane, on n'a plus de frontières physiques, parce que le problème de Calais, en fait, c'est pas le problème de Calais, c'est aussi le problème de la frontière italienne, c'est le problème de la frontière polonaise et polonaise, c'est le problème de la frontière grecque avec la Turquie. Voilà, donc c'est un problème, on va dire, général. Quelle est la tentation ? D'ailleurs, c'est la tentation de Bertrand, triste candidat Bertrand à la Congrès LR. C'est de dire, on arrête d'être le garde-frontière des Anglais, finalement ils se débrouillent, ils sont sortis de l'Union européenne en plus, donc c'est plus notre problème. Le souci, c'est que si on fait ça, demain, on aura non plus quelques milliers de migrants dans la jungle de Calais, mais on aura des dizaines de jungles, parce que évidemment, d'un coup, ça va être un appel d'air massif, puisque le message va être passé de dire la France ne gère plus les frontières, donc on peut aller plus facilement en Angleterre. Donc la première chose, c'est que ça aura des conséquences très directes pour les populations de ces territoires en termes de sécurité et de salubrité. Et la deuxième chose, c'est qu'on aura sur la conscience non plus les 27 morts récents, mais probablement des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres morts. Or, ça n'est pas évidemment ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, puisqu'il y aura de plus en plus de tentatives malheureuses de traverser la Manche. Aujourd'hui,
À mon avis, la seule chose qui doit être faite, puisqu'on a déjà avec les Anglais durci le contrôle du tunnel sous la Manche, durci le contrôle des ports, et c'est pour ça d'ailleurs que les migrants n'arrivent plus à passer par ces voies-là, ils n'arrivent plus à se mettre sous les camions. Il y a des scans très efficaces qui ont été mis aussi pour éviter ces tentatives-là, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des petits bateaux de fortune, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des drames humains. Donc à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est de renégocier ces accords pour faire en sorte que les Anglais surveillent davantage les côtes françaises et le prennent aussi à leur charge, ce qui n'est pas aujourd'hui assez fait. Et probablement faudrait-il associer davantage Frontex, qui a des moyens mis à disposition, mais encore faut-il leur demander leur aide. Et encore faut-il exiger d'eux, non pas qu'ils récupèrent les embarcations et les renvoient en France, mais qu'ils les renvoient dans les pays d'origine. Et donc pour cela, il faut en effet discuter avec les Anglais, et on a aujourd'hui des raisons de discuter avec eux, parce qu'en fait on est interdépendants, si vous voulez, dans cette problématique. Et les Anglais, à mon avis, seraient prêts à les renégocier, tout simplement parce que l'une des raisons du Brexit, ça a été la question migratoire. Donc pour eux, c'est un vrai traumatisme. Et ils ne veulent surtout pas d'une aggravation de la situation et que la France, lâche sur ce plan-là. Mais en tout cas, il est hors de question de faire du chantage migratoire, comme le voulait Xavier Bertrand, comme l'a fait finalement la Biélorussie avec la Pologne, ce que tout le monde a dénoncé dans la classe politique. Il est hors de question que la France fasse ce chantage-là, et surtout se retrouve avec le risque de la mort de dizaines de milliers de personnes en faisant ça. Il nous reste une minute, Marion Maréchal. Vous avez choisi de quitter la politique pour la métapolitique, mais quand je vous entends depuis une heure, vous avez des propositions concrètes, vous réfléchissez à la situation politique. Est-ce que vous ne seriez pas plus utile dans l'action finalement ? Moi, j'ai pas l'impression d'être dans l'inaction, puisque avec l'ICEP, on a fait le constat d'une crise universitaire et de l'enseignement supérieur, à la fois sur le niveau et sur le plan des dérives idéologiques, d'un véritable terrorisme intellectuel qui progresse, avec notamment le wokisme et compagnie. Donc j'ai voulu agir à ce niveau-là en essayant de créer avec l'ICEP une alternative concrète pour des étudiants qui veulent pas être pris en otage par ce phénomène. Donc c'est une autre manière d'agir, si je peux dire. Est-ce que vous envisagez de revenir sur la scène politique après l'élection présidentielle ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la politique me passionne, ça c'est indéniable. J'aime contribuer au débat public, on le fait avec le Centre d'analyse et de prospective de l'école. Donc j'y reviendrai sûrement un jour, pour être honnête, mais vous dire où, quand et avec qui, ça aujourd'hui je suis dans le flou. Merci Marion Maréchal. Merci à vous. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité sur Sud Radio.